dit, madame, là, c'est une fausse couche tardive, il faut accoucher. Et là, mais panique à bord en fait. Je peux pas accoucher d'un bébé qui est mort. Enfin, c'est pas faisable, je peux pas faire ça. J'ai appris que j'attendais un bébé. Je ne savais pas du tout que j'étais enceinte. Contrôle de routine chez mon gynéco pour me mettre un stérilet justement parce que je flippais d'en avoir un deuxième. Et l'échographie, très clairement, avant même qu'ils me le disent, on voit un bébé, un vrai bébé, c'était pas un fœtus, c'était pas un tout petit, c'était un vrai bébé avec des bras, avec des jambes, etc. Et il me dit, là, vous êtes entre 17 et 18 semaines. C'était plus de 4 mois, c'était entre 4 et 5 mois, en gros. Déni de grossesse. Où moi j'avais continué à avoir mes règles tous les mois à la même date. Enfin, je culpabilise aussi parce que ça veut dire que je suis tombée enceinte avant l'été et que pendant l'été, j'ai passé l'été d'une jeune fille de 20 ans, c'est-à-dire que j'ai profité. En gros, j'apprends que je suis enceinte en me disant vous accouchez dans 4 mois et c'est une petite fille. Félicitations madame. Et du coup, grosse panique à bord, j'arrive pas et j'ai un gros blocage, vraiment. Un énorme blocage. Parce que j'ai déjà un bébé. J'ai eu mon premier quand j'avais 18 ans et demi, mais 18 ans quand même. Mon fils est prématuré, enfin il était prématuré, du coup il est né à 7 mois de grossesse. J'ai fait une prééclampsie. C'est une maladie qui va faire monter la tension artérielle et donc c'est hyper dangereux pour le bébé, mais surtout pour la maman. J'étais hospitalisée tout le temps. Dès le début j'ai failli le perdre, donc des saignements, Dès le 2e mois, en fait, j'étais hospitalisée à longueur de journée. J'ai accouché donc avant en césarienne, code rouge, extrême urgence, etc. Mon fils est allé en néonat, ça a été compliqué. C'est dangereux pour moi puisque mon corps ne supporte pas du tout, c'est-à-dire que ma tension monte beaucoup trop et donc moi ça peut me causer beaucoup de problèmes au niveau du cœur notamment, au niveau, ça peut me causer un AVC, etc. C'est ce que m'avaient expliqué les médecins, c'est que c'est un stade vraiment très avancé en fait. C'est que moi dès le début de ma grossesse, mon corps il kiffe pas du tout être enceinte en fait. Donc début de grossesse où les 2-3 premiers jours, j'ai beaucoup de mal à me faire valider et j'en parle pas à personne. C'est-à-dire que je rentre chez moi et je fais comme si de rien n'était, en sachant que j'habitais du coup avec ma mère, mon frère, ma soeur, etc. Je dis rien à mon copain et rien du tout. Je continue complètement d'être dans ce déni-là et d'être dans ce non, je veux pas en fait. Je veux pas, donc ça n'arrivera pas, donc je m'en fous. J'y arrive pas parce que ce qui se passe, c'est que je prends du ventre. Voilà, jusque maintenant, j'avais rien, puisque déni de grossesse, je ne savais pas, j'avais même perdu du poids en fait. Et du coup, non, là, je vois que du jour au lendemain, je prends du ventre et que c'est impossible de le cacher. Vraiment, c'est impossible de le cacher. Et à ce moment-là, j'appelle mon copain, lui, full joie. Vraiment, hyper bonne réaction, trop content. Écoute, on prend rendez-vous à la banque, on va acheter une maison, on va machin. Et à ce moment-là, quand lui me dit c'est génial, c'est une bonne nouvelle et prends-le comme une bonne nouvelle, moi je me détends et je me dis ok, je suis pas toute seule, donc ça va aller. Moi je commence à dire à mon fils aussi qui a 1 an et demi à cette période-là, tu vas être grand frère, etc. On trouve le prénom, voilà, donc on décide de l'appeler Maëlie. Et donc un jour, donc j'ai une échographie et je demande à mon copain, du coup à ce moment-là, de venir avec moi. Donc on va à l'hôpital où j'étais suivie et on fait l'échographie. Donc là c'est la sage-femme qui fait l'échographie, donc elle me pose des questions, comment ça va. Je la sens pas trop depuis peut-être 2-3 heures, je la sens pas. Mais en même temps, je la sentais pas trop non plus, c'était pas un bébé, autant mon fils bougeait énormément, autant Maëlie bougeait beaucoup moins. Donc bon, je la sens pas trop, mais ça va, elle doit se reposer, moi ça va, tout va bien. Et pas de cœur. Pas de cœur, donc bon, on comprend pas trop. Mon copain qui panique, et du coup elle appelle le gynéco, quand même, parce qu'elle ne trouve vraiment rien. Et là, je le cache, mais je suis pas bien. Donc le gynéco arrive, échographie, pas de cœur. Et aucun mouvement de la petite. La petite ne bouge pas du tout. Donc là, c'est le gynéco et la sage-femme qui nous disent on est désolé, mais c'est terminé. Il n'y a plus de cœur, il n'y a plus rien. Donc votre fille, elle est décédée. Donc à ce moment-là, moi, je craque complètement. C'est-à-dire que je me vide de larmes, je me vide de cris, je me vide de haine, de colère, de tristesse. Enfin, vraiment, j'étais dans un état pitoyable, mais vraiment pitoyable. Le gynéco qui me dit maintenant, il faut qu'on vous parle des suites. Et donc, moi, je comprends pas. Je dis, c'est une fausse couche. J'ai jamais été confrontée à une fausse couche aussi tardive. Me parler de quoi, en fait? Je comprends pas. Donc, je me rhabille, on s'assoit à son bureau. Et il me dit, madame, là, c'est une fausse couche tardive.
il faut accoucher. Et là, mais panique à bord en fait. Je peux pas accoucher d'un bébé qui est mort. Enfin, c'est pas faisable, je peux pas faire ça. D'un autre côté, je pensais à mon premier Liam qui était chez ma mère. Et je me disais, mais j'ai pas mon fils avec moi, j'ai pas pris d'affaires. Enfin, des trucs hyper terre à terre en fait. C'est bête, hein, mais dans cette situation-là, j'avais des trucs hyper terre à terre. Ah bah, il faut qu'on prévienne la sécu. Les premiers trucs que j'ai dit, c'était vraiment ça. Ah oui, mais j'ai pas de culotte de rechange. Enfin, des choses vraiment où on se dit, mais Maëva, on s'en fout quoi de ce que tu racontes. Voilà, là, t'as le droit de pas être bien, t'as le droit de hurler, de pleurer si t'as envie. Mais non, j'ai pleuré pendant peut-être 3 minutes. Et après, je me suis plus laissé J'avais plus le droit. Si je craque, je suis pas sûre de me relever en fait. Donc, on me descend et là, on me dit, madame, on vous met la péridurale et puis on vous met la perfusion, le déclenchement en fait, pour déclencher, puisque forcément le travail n'allait pas se déclarer spontanément. Et l'accouchement, mon deuxième accouchement, ça a été le deuxième, c'était beau en fait. C'était triste, c'était horrible, c'était dur, enfin tous les qualificatifs possibles et imaginables, mais c'était beau parce qu'on accueillait notre petite fille en fait. Qu'elle soit morte ou qu'elle soit vivante, elle était là et c'était sa venue au monde et puis dans tous les cas, c'était beau. On savait tous les deux que j'allais accoucher, qu'il n'y aurait pas de bruit, qu'il n'y aurait pas de cris, qu'il n'y aurait pas de pleurs, mais c'était beau. Je ne saurais même pas l'expliquer parce que moi, j'étais bien. C'est-à-dire que je me suis dit tout de suite, ça devait arriver, c'est arrivé et voilà, c'est comme ça. À ce moment-là, bien le moment où je suis dilatée, où j'accouche, hyper particulier, mais vraiment, vraiment très particulier parce qu'on n'est pas préparé à vivre ça, encore moins à 20 ans, je pense. Mais il n'y a pas le choix, donc on y va. Et donc on accueille Maëlie, tout dans la douceur. On avait mis de la musique, on avait le droit de mettre de la musique. Dans les pleurs, bien sûr, parce que c'est dur et parce que faut être fort. Mais vraiment, on l'accueille dans l'amour, c'est ça. En fait, c'était vraiment une bulle d'amour. On l'a accueilli correctement. Et je pense que heureusement qu'on a profité de ce moment, le moment de l'accueil, en fait, parce que ce qui vient après, c'est dur. C'est-à-dire que moi, j'ai pas voulu la voir. J'ai pas voulu parce que déjà là, à ce moment-là, j'étais dans la perspective de me protéger moi. Et au moment où ils la sortent, en fait, effectivement, il y a le silence. Et je crois que c'est ça le pire. C'est ce silence. Et je voulais pas prolonger ce silence, en fait. C'est vrai qu'à ce moment-là, t'as le temps de penser, en fait. Putain, où elle est ? Où elle est ? Est-ce qu'ils la traitent bien ? Est-ce qu'ils sont doux avec elle ? C'est bête, hein ? Parce que, elle sent plus rien. Mais, ouais, c'est ma petite fille. Peu importe ce qui se passe, peu importe dans quel état elle est née, c'est ma petite fille. C'est mon bébé. Au moment où du coup on doit sortir, où l'hospitalisation est terminée, le lendemain, on ne garde qu'une seule nuit, et là on nous explique les démarches. Il faut prévenir la CAF, parce qu'on a fait la déclaration de grossesse. Il faut prévenir votre sécu, il faut prévenir votre mairie. Est-ce que vous voulez la mettre sur le livret de famille ou pas ? Donc là encore, putain de grosse décision qu'on nous demande de prendre en 2 jours. Et voilà, donc vous faites ça, vous faites ces démarches-là, et puis voilà, au revoir. Et on doit aussi se décider sur si on fait un enterrement ou pas. Moi, j'ai pas voulu, personnellement. Et donc, à ce moment-là, on se dit, ok, on fait pas d'enterrement, mais qu'est-ce qui va lui arriver, quoi ? Et en fait, c'est plein de trucs comme ça, où moi, je rentre chez moi, toute seule, puisqu'on n'habitait pas encore ensemble, avec mon copain et mon fils. Je suis hyper contente de voir mon fils, mais j'ai la tête pleine d'infos, en fait, pleine d'informations, pleine de rendez-vous, Et je me couche le soir et je me dis, mais en fait, j'ai pas le temps, je peux pas faire mon deuil, je peux pas pleurer, parce que je dors avec mon fils, j'ai pas envie qu'il m'entende pleurer, parce que y a ça à faire, j'ai pas le temps de penser à ce qui s'est passé, et puis parce que j'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie de m'effondrer. Et mon fils, j'en parle plus tard, j'en parle peut-être 2 jours plus tard, quand lui aborde le sujet. Quand lui me dit du haut de ses 1 an et demi, maman, Maëlie, enfin Ellie, Ellie, bidon, petite sœur, machin. Je dis non, et du coup j'explique.
Je lui explique avec des mots d'enfant, j'essaye. Ah non, ta petite sœur, elle est au ciel, ta petite sœur, elle n'a pas vécu, mais elle t'aime très fort et tu seras toujours un super grand frère. Et on fait en sorte d'expliquer, même si c'est pas explicable, parce que ça devrait pas se passer et qu'on n'a pas non plus envie de lui mettre dans la tête que la vie c'est moche à ce point-là. Et du coup, on embellit un petit peu le truc. Et en fait, c'est ça qui a été hyper compliqué, c'est que je l'ai appris très tard et je l'ai perdu très tôt. Donc j'ai eu 2 semaines et demie de grossesse en fait. Et je l'ai dit à quasiment personne. Mes amis très proches, ma famille très proche. Donc quand je dis très proche, c'est même mon frère n'était pas au courant. Et c'est tout. Sauf que moi j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de la faire vivre, de dire qu'elle a existé. Donc j'appelle les gens. Sauf que quand tu les appelles et que tu leur dis « Salut, c'est moi, voilà, j'étais enceinte et je le suis plus parce qu'elle est morte », les gens ils savent pas comment réagir. Et je le comprends, mais c'est vrai que sur le coup, c'est des réactions. Ah c'est peut-être un mal pour un bien. Ah oui, je comprends, moi aussi j'ai avorté. Ça n'a rien à voir. Ou alors, moi j'ai ma copine, c'était pire, hein, elle, ça lui arrivait, elle était à 8 mois de grossesse, hein, la pauvre. Et en fait, il y a toujours pire. Ou alors, moi aussi. Enfin, non. En fait, juste tais-toi, juste écoute-moi et parle-moi de ma fille et pose-moi des questions. J'avais envie qu'on s'intéresse à elle, en fait. Et en fait, le truc, c'est que au fur et à mesure, plus tu prends des réflexions comme ça dans la gueule, et moins tu as envie d'en parler. Je fuis, clairement, je fuis la tristesse, en étant dans l'excès des fois, c'est-à-dire que j'ai besoin de sortir de façon excessive, j'ai besoin de fumer mes cigarettes de façon excessive parce que ça me fait du bien, j'ai besoin de montrer aux gens que je vais bien de manière excessive, j'ai besoin de travailler de manière excessive. Et en fait, depuis, je fais tout de manière excessive. J'ai plus aucune envie de juste être posée et de juste être moi. Parce que je pense que moi, je suis triste. Peut-être que je mens, je sais pas. Peut-être que je pense que je me mens à moi-même. Mais pour l'instant, ça me fait du bien. Et je pense que le jour où je serai prête à craquer, je le ferai. Mais là, j'appréhende le 28 octobre, ça va être la date anniversaire. J'ai peur. Et en même temps, j'attends un petit peu ça. J'attends d'être capable de pleurer. C'est bête, hein, mais j'ai l'impression que je suis plus capable. Enfin, tu vois, là, je te parle depuis tout à l'heure de trucs hyper graves et que, c'est des trucs durs. Je pleure pas et tu me verras pas pleurer parce que j'arrive même plus à pleurer en fait. C'est-à-dire que j'ai du mal à en parler juste pour en parler. Là, ça me donne une excuse, entre guillemets, pour en parler. En me disant, ça va aider d'autres mamans peut-être. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se retrouver dans ce que je dis. Tant mieux. Et je serais hyper touchée que ça soit le cas et tout. Mais avant tout, c'est un petit peu pour moi aussi. Pour moi, me dire que j'en ai parlé et que je suis capable de ressentir des trucs en fait. Et là, je le raconte et je me rends compte que je ressens des trucs, que je suis capable d'avoir des émotions. Et c'est cool. C'est cool parce que j'en étais même plus sûre en fait. J'en étais plus sûre. Salut tout le monde. J'ai un tout petit truc à vous annoncer. Moi, je veux un grand frère. Ça. Tu vas être grand frère? Oui. Ouais. C'est quoi? Surprise.